voilà, on est bien. Le public est avec nous. Super, eh ben, bienvenue à tous les deux. Merci. Alors, vous êtes spécialiste, je vous laisse vous présenter un peu, et puis on va parler avec vous de la VR au service de la préparation mentale. Déjà, présentez-vous un peu, comme ça on vous connaît mieux, et puis on va vous suivre après dans votre présentation. Très bien, merci. Donc, bonjour à tous, Jean-Rémy Chardonnay, moi je suis enseignant-chercheur aux arts et métiers, je suis spécialiste de réalité virtuelle. Et donc, je dirige également une équipe spécialisée de recherche dans ces domaines-là à Chalon-sur-Saône, en Bourgogne. Et donc, je suis ravi d'être avec Michael Campo, qui va se présenter juste après moi, sur ce projet Team Sport, là, qui est un gros projet sur lequel nous avons le plaisir à travailler pour développer des applications de réalité virtuelle au service de la préparation mentale des sportifs. Michael, je te laisse. Bonjour à tous, alors moi c'est Michael Campo, je suis enseignant-chercheur aussi dans le domaine de la psychologie du sport à l'Université de Bourgogne, à la faculté des sciences du sport. Et j'ai la particularité aussi de diriger le pôle de psychologie du sport de la Fédération française de rugby, qu'on appelle le pôle de préparation mentale et d'accompagnement des staffs. Et en ce sens, je dirige le projet Team Sport sur sa globalité. Voilà. Excellent. Peut-être en entrée, on s'aperçoit que la préparation mentale aujourd'hui prend de plus en plus d'importance. On sait que la préparation physique est vraiment fondamentale, mais on a vraiment un développement assez fort de la préparation mentale. C'est ce que vous observez, vous ? Oui. En fait, dans l'histoire de l'optimisation de la performance, on est passé par différents facteurs. Ça a été les aspects biomécaniques, les aspects physiques. Et tout l'avenir, là, maintenant, vient sur les aspects psychologiques. C'est-à-dire qu'on sait maintenant que le facteur d'optimisation de toute la performance vient de sa capacité à pouvoir gérer ses émotions, vient de sa capacité à pouvoir s'intégrer dans un groupe, et de la confiance en soi, de la confiance collective, puisqu'on parle de sport collectif. Donc oui, là, effectivement, c'est en train de prendre une ampleur considérable, qui sera encore plus sur les années d'après. Et le projet Team Sport, et ce qu'on vous présente ici, montre en fait l'avenir, c'est-à-dire le côté technologique d'une science qui est en fait une science humaine, mais qu'on arrive à avoir des données et des aspects un peu techno pour pouvoir affiner en tout cas la préparation mentale. Génial. Eh bien, nous voilà partis. Ok, donc pour ce qui concerne le projet Team Sport, grosso modo, pour vous refaire un peu l'historique et le contexte de la jeunesse de ce projet, à la Fédération française de rugby, on est passé dans les années, avant le 2019, la Coupe du Monde 2019, par des aléas en termes de performance, avec des fois des capacités à être très très bons contre des équipes très fortes et faire tout l'inverse la semaine d'après. Et c'est comme ça qu'on a été amené à réfléchir sur quels sont les facteurs d'optimisation de cette performance. Et on a été sur les aspects mentaux. Vous entendez quand même? On attend un peu. On va faire un petit break. On va faire un break, ouais. Voilà. Donc on a essayé de comprendre pourquoi on avait ces aléas de performance. Forcément, on est allé sur les aspects mentaux, c'est-à-dire la capacité à pouvoir notamment gérer ses émotions, les effets de contagion émotionnelle. Et ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est aperçu que la dimension mentale était mobilisée dans notre sport, mais mobilisée de façon empirique. C'est-à-dire qu'on était beaucoup au pifomètre, on était beaucoup à la sensation, beaucoup au subjectif, beaucoup de choses qui étaient bien faites, mais qui finalement ne mobilisaient pas les connaissances en psychologie du sport, alors que en fait on a plusieurs dizaines d'années de connaissances de publiées. Et donc on est allé sur ce terrain-là, sur cette dernière vague d'optimisation de la performance, à savoir comment est-ce qu'on peut optimiser les aspects mentaux de la performance et arrêter dans des démarches de chef de meute, comme a dit Didier Rétière, l'ancien DTN du rugby, que vous pouvez voir apparaître ici. Alors du coup, quand il y a eu ce PPR, le PPR c'est le programme prioritaire de recherche, c'est-à-dire que le gouvernement a mis en place un financement pour accompagner les fédérations olympiques en vue des Jeux de Paris. On a réfléchi, nous, aux priorités qu'on avait pour le rugby au départ, qui étaient liées à la dynamique de groupe, c'est-à-dire la capacité finalement des joueurs à pouvoir se fondre dans le nous quand finalement il y a des intérêts individuels très forts. Sachant qu'en fait, c'est ce qu'on appelle ces processus identitaires, c'est-à-dire être au je ou au nous, amène en fait à bouger sur les émotions. Et donc du coup, on a regroupé l'ensemble des fédérations majeures de sport collectif, c'est-à-dire qu'on a eu le foot, le hand, le basket, le volley en plus du rugby, qui se sont associés. Voilà. Voilà.
C'est ça. Voilà. Donc, ils se sont associés sur ce projet parce que finalement, on mobilisait tous les mêmes réflexions. Comment est-ce qu'on peut arriver à travailler sur le sens du nous? Comment est-ce qu'on peut travailler sur la gestion des émotions qui finalement sort de cette dynamique de groupe? Et donc, du coup, ces 5 fédérations se sont rejointes pour ce projet Team Sport que je vous présente très rapidement avant d'aller sur la VR. Ce projet, il a plusieurs objectifs, bien évidemment des aspects scientifiques au niveau de la connaissance, développer de nouvelles connaissances, ce qu'on a fait, notamment ce que vous présentera Jean-Rémy juste après moi. Il y a bien entendu tout l'accompagnement des équipes de France, il y a la structuration des fédérations dans ce domaine-là et tout ce qui est lié à la formation des entraîneurs notamment, puisque ce projet se cible particulièrement sur les entraîneurs. C'est un projet qui a mobilisé plus de 3000 participants depuis 3 ans et demi maintenant, avec des joueurs de haut niveau, avec des entraîneurs de haut niveau, et qui s'est focalisé en fait sur la compréhension de pourquoi un joueur se centre sur ses propres intérêts alors qu'il est dans une équipe, et qu'est-ce qui fait qu'en fait il peut avoir ce sens du nous, ce sens du collectif. Ça, c'est le premier Work Package que vous pouvez voir apparaître. Sur le deuxième Work Package, en fait, ce qu'on essaie de savoir, c'est est-ce que le fait d'être identifié à un groupe nous amène à être plus performant, en sachant qu'on investit l'influence sur les émotions, sur les interactions motrices, sur le geste moteur, sur la prise de décision, sur le positionnement du regard et même sur l'effort physique. Et le dernier Work Package qui nous intéresse plus aujourd'hui, qui est plutôt le côté un peu transformationnel, c'est la création d'outils. Donc il y a différents outils. Aujourd'hui, on vous présente la VR. Cet après-midi, j'ai vu que les collègues du CEA vont vous présenter aussi tout ce qui est lié au tracking vidéo. Donc il y a l'aspect technologique très fort, très prégnant dans ce projet, et notamment la réalité virtuelle, qui est destinée à provoquer en fait des états émotionnels que l'on peut du coup essayer d'entraîner par la suite. Voilà pour la présentation du projet. Et Jean-Rémy, je te laisse continuer. Ok, donc pourquoi utiliser la VR justement? Parce que la VR, c'est intéressant comme outil. C'est un magnifique outil. Hein. Je pense que dans la table ronde qu'il y aura tout à l'heure, ça va être redit aussi. Hein, pourquoi on utilise la VR dans le sport et pourquoi la VR est intéressante pour le sport. Tout simplement parce qu'on peut immerger les personnes, les joueurs, dans des situations qu'on ne pourrait pas forcément avoir dans un entraînement. Par exemple, si on veut immerger les joueurs dans un stade plein, rempli, en situation réelle de match, réaliste de match, on n'aura pas demandé à 50 000 personnes de venir dans un stade et puis remplir le stade juste pour donner l'impression d'être dans un vrai match. Et puis l'équipe adverse ne sera pas là non plus. Donc du coup, l'idée d'avoir la VR, c'est pouvoir immerger les personnes dans des situations, dans des contextes, un peu comme on veut, quand on veut, où on veut. Et donc c'est quand même un outil qui est assez intéressant pour ça. Alors, après la VR, c'est la réalité virtuelle, c'est un bel outil, mais il y a aussi des contraintes derrière. C'est toujours important, moi j'insiste toujours sur le plus de la VR, mais aussi sur ce qu'il faut imaginer quand on met en place un outil de VR. Ça ne se met pas comme ça en claquant des doigts. Il y a forcément derrière des contraintes qui sont importantes. Déjà, le fait que souvent, c'est la première fois que les joueurs ou les sportifs de haut niveau vont utiliser ce genre d'outils. À la base, ne sont pas des spécialistes de la VR, les entraîneurs non plus, ne sont pas des spécialistes de la VR, et ce n'est pas leur but. Mais du coup, il y a toujours un effet un petit peu waouh, on va dire, de l'utilisation de la VR. Et donc, il faut quand même faire attention à ça. Il ne faut pas non plus qu'ils soient perturbés par le fait qu'on met un casque sur la tête, par exemple, et puis on les immerge dans un environnement. Je dis wow, j'ai l'impression d'être vraiment dans une situation réaliste. Après, c'est important, encore une fois, comme ce n'est pas des spécialistes, d'avoir des choses qui soient simples à utiliser. Tout ce qu'on va développer, il faut que ce soit presque du plug and play, c'est-à-dire je branche et puis ça marche, quoi. Donc il faut avoir une prise en main immédiate, des interactions fluides. Il faut bref que voilà, dès que la personne met le casque, c'est bon, il est immergé, il peut s'entraîner et c'est bon, ça marche, quoi. Ne pas rendre malade les utilisateurs, ça c'est normal aussi, parce qu'on sait très bien que malheureusement la réalité virtuelle peut rendre malade. Alors on a fait en sorte justement dans le design de l'application de faire en sorte qu'on ne puisse pas rendre malade les gens. Par exemple, on ne bouge pas trop, c'est pas le but non plus, hein. Mais puisqu'en plus le scénario ici c'est de permettre aux personnes d'avoir ces états émotionnels particuliers, on n'a pas besoin de bouger forcément, donc c'est important quand même d'avoir ça en tête. Et puis ce qui est important, et c'est le but de la réalité virtuelle encore une fois, hein, c'est ce que j'ai dit, c'est d'immerger les utilisateurs pour leur donner l'impression d'être vraiment dans une situation réaliste. Alors quand on dit réaliste, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que le comportement des joueurs puisse être le même que dans la réalité. C'est-à-dire que quand on va transposer après dans la réalité, en fait ce qu'ils auront vu en réalité virtuelle, ils vont pouvoir le transposer tout de suite dans la réalité. Et c'est ça qui est important dans la réalité virtuelle. Donc il y a tout ce qui va être ce qu'on appelle l'incarnation, c'est-à-dire le fait de voir son propre corps, par exemple, en réalité virtuelle, le son, le bruit ambiant, par exemple, d'un match de rugby. Hein.
On imagine qu'il y a beaucoup de musique, il y a beaucoup de supporters qui font du bruit. Le visuel aussi, l'environnement peut être important. Donc juste pour vous montrer rapidement voilà ce qu'on a développé. Donc, on a ici une personne, un joueur de rugby là, qui est équipé d'un casque de réalité virtuelle. Et puis on a des éléments ici là, qui permettent de pouvoir reconstituer en fait un corps virtuel comme ici. Donc la personne, lorsqu'elle lève la main, elle voit une main virtuelle se lever. Et l'idée là de cette application, c'est aussi de pouvoir ce qu'on appelle incarner la personne. Donc d'avoir l'impression que la personne, lorsqu'elle a son corps virtuel, qui n'est pas son corps évidemment, hein, elle a l'impression que c'est vraiment elle, c'est son corps et c'est pas le corps d'un autre. Voilà. Donc il y a toute une phase qu'on appelle d'incarnation là qui est importante. Donc évidemment, lorsque la personne va bouger les bras et les jambes, elle va voir le corps du virtuel bouger comme il faut, quoi. Voilà. On a développé, oui, pardon. Vous travaillez sur l'avatar pour le rendre un peu réaliste ou pas? Non, on n'en est pas là encore. C'est juste un avatar comme ça. On pourrait. C'est une phase plus tard, quoi. Mais par contre, effectivement, il y a des choses qui existent. Par exemple, une personne qui est de couleur, on va dire de peau différente. Oui. Forcément, on va mettre un avatar qui correspond à sa couleur. Voilà, tout à fait. Et puis après, qu'on soit un petit peu ressemblant dans le truc, mais voilà, ça s'affine, j'imagine. Ça commence à exister ce genre de choses et voilà, ça va arriver. Génial. Très vite. Après, évidemment, il y a un certain nombre de choses qu'on va intégrer dans l'application pour donner justement cette sensation d'immersion et puis donner ce côté identitaire justement qu'on veut avoir. Il y a par exemple, si on est sur ce qu'on appelle une identité individuelle, c'est-à-dire c'est moi, hein, c'est pas nous, c'est moi en tant que joueur, moi. On va mettre par exemple la photo du joueur sur un grand écran qui dit voilà, et c'est marqué par un tel. L'avatar du participant ne porte pas le même maillot que les autres avatars de son équipe. Des banderoles avec le nom du joueur ou avec des couleurs variées par exemple qui ne sont pas forcément représentatives d'une équipe, etc. Alors que quand on va jouer sur une identité collective, sur le nous du coup, tous ensemble, ce n'est pas la personne qu'on va voir sur le grand écran, c'est le logo par exemple de l'équipe de rugby ou de foot ou autre. Les joueurs portent tous le même maillot, on entend la Marseillaise par exemple c'est l'équipe de France, etc. Donc voilà, c'est donner l'idée aussi d'avoir des paramètres comme ça qu'on peut modifier un peu comme on veut, puis du coup jouer justement sur les niveaux d'identité, soit entre individuel et collective. Donc on a fait des expérimentations avec ça, c'est-à-dire qu'on a fait passer un certain nombre de joueurs de rugby. Alors on a commencé par le rugby, parce que historiquement, voilà, Michael étant plutôt rugby, du coup on a commencé avec le rugby. On est en train de développer pour les autres sports également, donc foot, volley, hand et basket. Et donc là on a fait des tests pour voir un petit peu ce que ça donnait déjà de tester une application de réalité virtuelle pour engendrer des niveaux identitaires particuliers. Donc ce qu'on a vu, c'est que par exemple, quand on est sur une condition collective, c'est-à-dire on met le drapeau de la France, on met la Marseillaise, on met tout ça, on voit qu'effectivement, il y a une augmentation significative du niveau d'identité sociale. C'est-à-dire que les gens s'identifient vraiment comme étant dans une équipe, et pas moi juste en tant que joueur, je suis le meilleur, etc. On est une équipe et c'est nous qui sommes les meilleurs. Donc du coup, ça veut dire, voilà, les gens par ricochet, les gens ne se sentent pas moi tout seul. Une association de ce qu'on appelle la coprésence, c'est-à-dire que on sent effectivement, alors, les joueurs qu'on voit dans l'application sont des joueurs virtuels. Ils ne sont pas des vrais joueurs, mais en fait on s'identifie aussi aux autres. C'est même s'ils ne sont pas des vrais joueurs, on se dit ouais en fait j'interagis vraiment avec eux ou les autres interagissent avec moi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et puis ce qu'on appelle la place illusion, c'est l'illusion que là où on est, c'est vraiment un endroit réel. C'est-à-dire que là on les immerge, je vais montrer une vidéo après, dans un stade virtuel. Et en fait, on a l'impression que les joueurs ont l'impression d'être vraiment dans un vrai stade, avec des joueurs, avec des supporters qui écrivent leur nom, qui écrivent l'équipe de la France, etc. Alors que dans la condition individuelle, on n'a pas de différence en termes les gens restent ce qu'ils sont, quoi. En gros, ils ne bougent pas. Alors, juste pour vous montrer un petit peu ce que ça donne, donc là, j'ai plusieurs vidéos. Je vais arrêter celle-là d'abord pour commencer. Donc là, ça montre un petit peu comment est-ce qu'on installe le matériel sur les personnes. Donc, vous pourrez le tester après sur l'application qui est là-bas, qui est juste derrière là. Donc, on met des bracelets juste pour pouvoir, encore une fois, avoir ce corps virtuel qui bouge en même temps que soi. D'accord ? Bon, ça prend un petit peu de temps, mais je vais passer la... Non, c'est bon, on va y arriver. Voilà. Donc là, première possibilité de paramétrage de l'application, on est sur ce qu'on appelle l'identité individuelle, c'est-à-dire que ou collectif, je ne sais plus ce qu'on avait dit. Là, c'est individuel. Voilà, c'est ça. Donc là, ça veut dire que la personne, elle a un maillot qui est neutre. D'accord, c'est pas le maillot de l'équipe de France, c'est pas le maillot d'une autre équipe quelconque. Alors par contre, c'est quand même l'équipe de France. Donc je pense que c'est plutôt identité collective. Donc là, on a par exemple, on joue contre l'Angleterre, d'accord, équipe historique, enfin ennemi historique. Donc là, vous voyez, on a par exemple mis les tribunes aux couleurs de la France. On aime les bleus, on n'a pas mis une personne en particulier.
Et puis on voit des joueurs, là, les Anglais là, qui s'en vont, parce que la France a marqué. Et puis on a du coup les autres qui viennent nous voir. Et on peut comme ça mesurer également en temps réel du coup le niveau d'identité, comment ils se sentent à l'instant T dans l'application, au niveau émotionnel. Donc on a mis un certain nombre d'indicateurs qui permettent de mesurer des choses. Donc là c'était bien collectif tout à l'heure. Ah oui, c'était Donc là, collectif. voilà, Tout à fait. individuel, du coup voilà, individuel, vous voyez que le maillot là il est gris parce que c'est une couleur neutre. On va voir. Donc là, pareil, la personne, elle teste. C'est ce qu'on appelle la phase d'incarnation. Elle va tester l'application. Et puis là, donc là, vous voyez, on met le nom de la personne. On ne met pas l'équipe de France. On ne met pas les couleurs. Oui, les couleurs restent simples. On met une photo de la personne. Et donc, du coup, on regarde si dans cette condition-là, les joueurs, du coup, se sentent plutôt en équipe ou on dit, non, c'est moi. Donc, c'est moi qui ai gagné. Donc, c'est moi qui suis le meilleur. Voilà. Donc, pareil, on regarde. On a testé d'autres environnements là pour vous montrer, alors c'est d'autres situations dans lesquelles on commence déjà dès le vestiaire en fait à induire une identité collective. Donc là on est allé au moment où on fait l'échauffement, quand on rentre dans le stade virtuel, et du coup la personne se met à la place d'un des joueurs et du coup peut comme ça du coup s'identifier à un joueur dans une équipe. Donc on retrouve un petit peu les mêmes idées que dans la première application là. Donc encore une fois, vous voyez, là, normalement, si on avait le son, on aurait la Marseillaise, on aurait des bruits de supporters. Et vous voyez, on peut changer comme ça de temps en temps, soit équipe collective, soit au contraire individuel, les paramètres. On a aussi des paramètres au niveau de la météo, c'est-à-dire qu'on peut aussi donner l'impression de jouer sous la pluie ou sous le soleil. Ça peut aussi avoir une influence sur l'état émotionnel des joueurs. Donc voilà, on peut imaginer un certain nombre de paramètres qui permettent d'induire différents niveaux de l'identité. Et puis là, c'est tout nouveau. Là, on est en train de développer justement sur les autres sports. Donc, vous voyez, c'est encore à l'état de prototypage. Mais on peut tester du coup entre le volley, le hand et le basket. Et donc, l'idée, c'est de développer maintenant les scénarios qui vont permettre aux entraîneurs de pouvoir du coup, entraîner leurs joueurs en vue des JO de cette année. Voilà. En gros, pour faire simple. Oui, bien. Et on voit que c'est des moments particulièrement intenses que vous mettez en scène. On imagine là le joueur, c'est son premier grand match, on va dire, première sélection. Quand on rentre sur le terrain, là, quand on les voit sortir des vestiaires, c'est à chaque fois des moments pour eux où il faut rester stable. Et j'imagine, non, c'est des moments super forts pour les joueurs. Oui, les scènes qui ont été choisies sont tous des moments qu'on appelle émotiogènes. Oui. C'est-à-dire que, par exemple, pour le rugby, c'est un essai marqué par l'adversaire, c'est nous qui marquons un essai, c'est une faute avec un carton, c'est les vestiaires comme vous avez pu voir avec la sortie la Marseillaise. Et c'est vrai ce que vous dites là, c'est-à-dire que l'effet de ce type d'outil va être différent selon l'expertise du joueur. Ouais. Quelqu'un qui a 50 sélections, c'est des choses qu'il a l'habitude de voir. Il a les mains dans les poches, il arrive sur le terrain. Ouais, peut-être pas quand même, mais oui, on va être là-dessus. Mais et quelqu'un qui va être un nouveau joueur, là on a eu par exemple sur le 15 de France, on en a eu des nouveaux qui sont arrivés là sur les 2 derniers matchs. C'est des choses qui peuvent aider. On pense au rugby à 7. Rugby à 7, pas forcément l'habitude de jouer dans le stade en France, en tout cas le stade de France. C'est des choses qui vont pouvoir émerger. Puis ça a une portée un peu plus globale et qui va au-delà des jeux. C'est-à-dire aussi, ça questionne toute la formation des jeunes joueurs. C'est-à-dire que quand on a des jeunes joueurs qui arrivent et qui pour la première fois jouent dans un stade à 80 000 places, finalement, ça peut peut-être les éviter à se faire cueillir par l'émotion, comme on dit. Complètement. Et puis on imagine bien que là, on ressent l'émotion et à force de la travailler comme ça en virtuel, quand on arrive, on a déjà eu l'effet, donc il y a un effet familier qui aide beaucoup à gérer l'émotion. C'est un effet d'expérience, très clairement. Oui. En fait, la réalité virtuelle, quand elle a été imaginée pour ce projet, le but c'était d'accélérer l'expérience. Et donc là, c'est typiquement ça. Ce que je voudrais rajouter par rapport à ce qu'a dit Jean-Rémy, ce qui est intéressant, c'est que l'approche de l'ENSAM ici, c'est qu'il y a une approche de recherche. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas contenté uniquement de demander à un prestataire de créer un environnement virtuel, on a demandé d'en tester les effets. Et je pense que c'est quelque chose qui est fondamental parce qu'il y a beaucoup d'environnements virtuels ou d'autres outils qui sont créés. Finalement, on présuppose qu'il y a des effets, mais on ne le sait pas réellement, mais parce qu'on est dans une temporalité courte. Et là, ils ont fait un boulot énorme sur est-ce que ça a vraiment l'effet escompté sur les émotions, est-ce que l'identité personnelle, le je ou le nous, est vraiment mobilisé. Et ça a amené des évolutions. Quand vous avez vu les échelles qui sont intégrées, c'est une vraie évolution et révolution pour nous dans le domaine de la psychologie du sport, parce que ça veut dire qu'on n'est pas obligé de sortir les joueurs ou les participants pour pouvoir mesurer leurs états émotionnels, parce qu'il y aurait un break. C'est complètement immergé. Donc il y a une vraie démarche de recherche
au-delà de l'outil qui est intéressant, mais on sait que ça a ces effets-là. Et après, derrière, ça veut dire qu'on peut y aller. Génial. Est-ce qu'il y a des questions comme ça à chaud? Oui. Ouais, merci, très très intéressant. Est-ce qu'il y a eu les mêmes recherches sur des sports plus individuels, j'ai envie de dire? Parce que là, on comprend bien le jeu, le nous sur le collectif. Est-ce que je prends l'athlétisme, typiquement? Est-ce qu'il y a eu des travaux où on peut utiliser cette techno et préparer aux émotions comme ça? Moi, à ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de la VR, hein, sinon je ne serais pas avec Jean-Rémy, je vous présenterai tout seul. mais alors, je ne sais pas par rapport à la VR. Je sais qu'il y a un autre PPR qui bosse sur la boxe, par exemple, mais c'est autre chose, c'est sur les aspects techniques. Par rapport aux aspects émotionnels, je ne sais pas. Par contre, la mécanique des processus qu'on mobilise est exactement la même en sport individuel, puisqu'on ne s'entraîne pas tout seul, on fait partie d'un club, on va être dans l'équipe de France olympique, donc il y a des appartenances groupales, même si je suis en individuel. Donc fondamentalement, ça joue. Et même si on ne mobilise pas l'identité, en fait, les aspects émotionnels existent quand même. Alors on les mobilisera différemment, mais on pourrait très bien imaginer ce type d'outils à l'athlétisme, pour la familiarisation à l'environnement, compétitif. Bien évidemment, c'est adaptable. Après, sur la réalité virtuelle dans le domaine du sport individuel, je ne sais pas. Non, je pense que des applications telles qu'on a développées pour le sport collectif, ça n'existe pas en réalité virtuelle. C'est surtout pour le geste technique, comme l'a dit Mickaël, c'est-à-dire on va plutôt travailler vraiment l'aspect physique, mais pas du tout sur le côté mental. Et donc, voilà. On a eu d'ailleurs des exemples hier sur le foot, si on se rappelle, avec justement des gestes techniques en fait. C'était beaucoup ce travail-là. Là, l'avantage, l'intérêt de la technologie, c'est vraiment de se sentir immergé dans un collectif et de travailler ce mental par rapport à l'équipe, quoi. J'ai l'impression. Oui, une question par rapport à la mesure, justement, les indicateurs que vous récupérez, comment est-ce que vous arrivez après à le traduire en échelle? Quel a été le travail que vous avez fait sur la mesure? Alors il y a un vrai état de l'art qui a été fait, parce qu'il y a des choses qui existent déjà dans la littérature, qui ont été appliquées dans le domaine réel, pas dans le domaine virtuel. D'accord. Donc après, l'idée, ça a été de traduire simplement dans le domaine virtuel ce qui existe dans la réalité. Donc des questionnaires comme ce qui existe, là, ce qu'on a vu, ça se fait déjà sur papier à la base. Donc après, il n'y a plus qu'à simplement traduire les questions dont on a besoin, parce que toutes ne sont pas forcément pertinentes pour ce qu'on veut faire. Donc il y a eu un travail effectivement de recherche, de développement aussi, de dire voilà quelles échelles, qu'est-ce qu'il faut pas non plus, parce que si les questionnaires souvent sont assez longs aussi, il ne faut pas non plus que ça ennuie entre guillemets les joueurs de répondre à un questionnaire. Donc on a aussi essayé de cibler aussi les bonnes questions pertinentes. Voilà. Il y a aussi un problème, c'est que souvent les questionnaires sont en anglais, ils ne sont pas traduits en français. Donc il faut les traduire, et pour traduire c'est quand même un peu compliqué, c'est pas juste je prends DeepL par exemple et puis je traduis. Il faut quand même comprendre un petit peu le sens de la question, d'ailleurs au niveau psychologique, qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc il y a quand même un travail important là-dessus. Et donc là, au niveau de la collecte de données, ça représente à peu près quelle masse, ce que vous avez réussi à collecter en utilisant cet outil? Alors là, et est-ce que vous continuez justement à affiner le modèle avec les tests? Oui, bien sûr. Donc là, la première expérimentation qu'on a faite, c'était 40 joueurs. Voilà, 40 joueurs de niveaux assez différents d'ailleurs. Il y a eu des expérimentations qui ont été faites récemment, il me semble. Mais par contre, j'ai pas le nombre, on n'a pas le nombre exact. Mais l'idée maintenant, c'est de montrer que ça marche, effectivement, ça fonctionne, et que ça après ce soit diffusé au sein des fédérations, où il y aura beaucoup plus de monde du coup, et puis voilà. Merci. Any more questions? Voilà, bon écoutez, merci à tous les deux. Je vois on est bien, on est plutôt pas mal en termes de timing. Eh bien merci Jean-Rémy et Mickaël. Merci.